Bonjour à tous. Comment allez-vous? Pour ma part, ça va. J'ai ressorti les pulls et les sweats car le froid arrive doucement mais sûrement et il est un peu tôt pour allumer le chauffage. Enfin tôt, on arrive presque en novembre, mais comme les prix de l'électricité s'envolent, eh bien il est de rigueur d'attendre un maximum. Alors aujourd'hui, je souhaitais te parler, enfin plutôt de chuchoter, une petite vidéo sur les étoiles, la physique quantique, les planètes, l'univers observable, la cosmologie, tout ce qu'on aime. Ce sont toujours des articles très récents sur... alors là j'ai changé, trouvé un autre site qui s'appelle trustmyscience.com et qui propose des articles scientifiques sur beaucoup de thèmes. Il y a des... comment on appelle ça? Des catégories, donc il y a des catégories d'articles, mais aussi des questions-réponses sur la médecine, les mathématiques, l'informatique, l'histoire, la chimie, l'espace, l'astrophysique, l'archéologie, les animaux, la planète, l'énergie, la santé, la société, les technologies. Donc c'est vraiment très diversifié. Je sais pas si on dit ça comme ça. Divers quoi. Il y a des sujets divers et variés. Et donc j'ai toujours le ventre qui gargouille. Ça, on est d'accord que pour se dire que ça ne changera pas, je crois que là on est parti sur un ventre qui gargouille tout le temps. Voilà, c'est pas qu'en vidéo, c'est tout le temps. Bon, allez,
sens le mieux. Et je vais commencer la vidéo. Enfin non, je vais pas commencer la vidéo parce que je l'ai déjà commencé, mais bon bref, je vais commencer à lire quoi. Bon, ça promet encore. Alors, c'est parti. Le système solaire est constitué d'une étoile, le Soleil, et de 8 planètes principales. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Il y a également plusieurs autres corps célestes tels que les comètes, les astéroïdes et les satellites. Les planètes sont classées en différentes catégories en fonction de leur taille, de leur composition et de leur orbite. Dans cet article, nous avons résumé les différentes catégories de planètes et d'objets cosmiques du système solaire. Les planètes telluriques. Les planètes telluriques sont les 4 planètes les plus proches du Soleil: Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Elles sont appelées ainsi parce qu'elles ont une composition rocheuse et sont généralement solides. La Terre est la seule planète tellurique du système solaire connue pour héberger la vie. Ces planètes ont également des tailles comparables. Elles ont également de courtes périodes orbitales autour du Soleil. Les planètes géantes gazeuses. Les planètes géantes gazeuses sont les 4 planètes les plus éloignées du Soleil: Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Elles sont appelées ainsi parce qu'elles sont principalement composées de gaz, principalement d'hydrogène et d'hélium. Tout comme les planètes telluriques, elles ont des tailles comparables, allant de la taille de Neptune à celle de Jupiter, la plus grande. Cependant, elles ont des périodes orbitales beaucoup plus longues, allant de 12 ans pour Jupiter à plus de 165 ans pour Neptune. Donc il faut plus d'une vie pour que Neptune fasse le tour du Soleil. Donc voilà. Donc dans notre vie, on ne verra jamais Neptune faire moins que quand on est en... Elle arrive à la fin, mais je sais pas du tout où elle est. Voilà. On ne la verra jamais faire un tour complet du Soleil. Ensuite, les planètes naines. Les planètes naines sont d'une catégorie controversée de corps célestes. Jusqu'en 2006, les planètes naines étaient considérées comme des planètes, mais en raison de leur petite taille, la définition a été modifiée pour les exclure de cette catégorie. Les planètes naines sont des corps célestes qui sont suffisamment grands pour avoir une forme sphérique en raison de leur propre gravité, mais qui n'ont pas nettoyé leur orbite de tous les autres corps célestes. Il y a actuellement 5 planètes naines connues dans notre système solaire: Pluton, Cérès, Eris, Makemake et Oméa. Ces planètes naines se trouvent principalement dans la région du système solaire appelée la ceinture de Kuiper. J'ai bu une boisson chaude avant de tourner, donc maintenant j'ai chaud. Les petits corps du système solaire, astéroïdes, comètes, etc. Les petits corps du système solaire sont les corps célestes qui ne sont ni des planètes naines. Ils comprennent les astéroïdes, les comètes et les météorites. Les astéroïdes
ceinture d'astéroïdes, une région située entre Mars et Jupiter. Les comètes sont de petits corps glacés qui se trouvent principalement dans la ceinture de Kuiper et le nuage d'Oort. Les météorites sont les petits corps qui tombent sur Terre depuis l'espace. On les considère comme météorites une fois arrivés sur Terre donc. Les satellites naturels. Les satellites naturels sont des corps célestes qui orbitent autour d'une planète ou d'une planète naine. La Terre a un satellite naturel, la Lune, tandis que Jupiter a plus de 50 satellites connus. Les satellites peuvent être composés de roches, de glace ou de gaz et ils peuvent avoir des tailles très différentes et ils sont également importants pour la recherche spatiale car ils peuvent être utilisés pour explorer d'autres régions du système solaire. Conclusion, le système solaire est constitué de différentes catégories de corps célestes, allant des planètes telluriques aux planètes géantes gazeuses, en passant par les planètes naines et les petits corps célestes. Chacune de ces catégories de corps est unique en termes de composition, de taille et d'orbite. Les satellites naturels sont également importants pour la recherche spatiale car ils peuvent être utilisés pour explorer des régions du système solaire qui sont difficilement atteignables par les vaisseaux spatiaux sans la propulsion gravitationnelle qu'ils permettent. La différenciation des différentes catégories de corps célestes dans le système solaire est importante pour comprendre leur origine et leur évolution, ainsi que pour planifier des missions de recherche spatiale. Ensuite, se déplacer à la vitesse de la lumière permettrait de gagner du temps sur un voyage spatial lointain en le réduisant à quelques années, voire à quelques minutes selon la destination au lieu de centaines de milliers d'années. Si une telle prouesse technologique se heurte à bien des difficultés et n'est pas envisageable avant longtemps, de nombreuses options ont vu le jour. Un moteur à propulsion nucléaire, un warp drive ou encore l'utilisation des trous de verre ou de voiles photoniques, de quoi rendre rêveur. La lumière est une onde électromagnétique dont la vitesse dans le vide est égale à environ 300 millions de mètres par seconde, soit l'équivalent de 300 000 km par seconde, non, par heure. En fait, il s'agit d'un flux de photons de masse nulle. Il est dès lors difficile de concevoir que nous puissions un jour voyager à cette même vitesse à bord de vaisseaux faisant un certain poids. D'ailleurs, la théorie de la relativité d'Einstein, énoncée au début du XXe siècle, explique l'impossibilité d'y parvenir. Selon le principe, un objet prend de la masse avec son accélération à la vitesse de 300 000 km par seconde. Ah non, par seconde, oui. Je comprends pas pourquoi. Ah oui, non, d'accord. 300 millions de mètres par seconde et 300 000 km par seconde. Ah oui, c'est... Bon, revenons. À la vitesse de 300 000 km par seconde, il posséderait donc une masse énorme, quasi infinie. Comme il faut beaucoup d'énergie pour accélérer un objet lourd, le carburant nécessaire pour atteindre la vitesse de la lumière approcherait donc de l'infini. La propulsion nucléaire nécessite une quantité infinie d'énergie. Pourtant, la possibilité d'effectuer des voyages supraluminiques supérieurs à la vitesse de la lumière alimente les études sur des technologies aérospatiales avancées, le permettant peut-être. En 1947, Stanislaw Ulam, un pionnier de la bombe atomique, souhaite construire un vaisseau spatial à propulsion nucléaire, puisque les explosions nucléaires produisent une poussée très
étude de la technique en offrant la possibilité d'une impulsion spécifique élevée, pouvant déjà atteindre 7% de la vitesse de la lumière. La puissance des explosions nucléaires devait, selon les chercheurs, permettre de satisfaire les exigences d'une telle poussée par rapport à la masse du vaisseau. C'est la toute première fois qu'une telle idée est envisagée, mais le projet Orion n'aboutira pas à cause des risques liés à la radioactivité. Si d'autres projets ont vu le jour depuis, ils ne visaient qu'à augmenter considérablement la vitesse atteinte par une fusée à propulsion chimique, explique Uzbek Rika Roland Lehoucq, astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique. Les vitesses visées étaient de l'ordre de 1 à 10% de la vitesse de la lumière, ce qui est déjà considérable au regard des propulseurs actuels, qui plafonnent à moins de 0,01% de la vitesse de la lumière. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un seul organisme, la TO Zero Foundation, qui rêve du vaisseau supraluminique. En réalité, la technique de propulsion avec des moteurs classiques paraît assez faible au vu de la quantité d'énergie qu'elle nécessite. Faire circuler de la matière massive exactement à la vitesse de la lumière nécessiterait une quantité infinie d'énergie, ajoute le chercheur. À titre d'exemple, la simple énergie de mouvement d'un vaisseau de 1000 tonnes lancé à 10% de la vitesse de la lumière est équivalente à l'énergie consommée par l'humanité en une année. Le moteur à distorsion ou warp drive déformerait l'espace-temps pour atteindre des vitesses supraluminiques. Le type de moteur doit donc changer et c'est ainsi qu'en 1994, Miguel Alcubierre envisage de concevoir un vaisseau équipé d'un moteur à distorsion dont la théorie ne viole pas les lois de la relativité générale d'Einstein. Le moteur warp drive est censé déformer l'espace-temps pour fonctionner en utilisant l'énergie noire, possiblement à l'origine de l'accélération de l'expansion de l'univers, et des dimensions supplémentaires, d'après un rapport du département de la Défense des États-Unis rendu public. Le contrôle de ces dimensions spatiales supplémentaires pourrait permettre de manipuler technologiquement la densité de l'énergie noire et pourrait aboutir au développement de technologies de propulsion exotiques, notamment le warp drive, peut-on y lire. Les voyages entre les planètes de notre système solaire ne prendraient alors que quelques heures plutôt que des années. Et des voyages vers les systèmes stellaires locaux ne prendraient que quelques semaines plutôt que des centaines de milliers d'années. Pour mieux envisager son fonctionnement, il faut comprendre que si la vitesse de déplacement des particules ne peut excéder la vitesse de la lumière, la déformation ondulatoire de l'espace-temps, qui se contracte dans une direction et se dilate dans l'autre, pourrait changer la donne. En effet, elle permettrait à l'hypothétique vaisseau spatial de surfer sur la vague d'espace-temps, car les particules portées par son tissu s'éloigneraient alors les unes des autres à des vitesses élevées. Seulement un moteur warp drive doit utiliser une énergie exotique qui se comporte comme une énergie négative via des effets quantiques. Il s'agirait de manipuler l'énergie noire afin de dilater une dimension supplémentaire qui formerait une bulle capable de contenir un vaisseau ou un volume de 100 mètres cubes. Mais là aussi, créer une telle bulle nécessiterait une quantité d'énergie noire dont la masse serait quasi infinie, et les physiciens ne connaissent pas encore la nature de cette énergie, ni comment la produire ou la stocker. Il faut alors se tourner vers d'autres options, comme celle d'utiliser les trous de verre créés à la suite de la mort d'une étoile. En astrophysique, un trou de verre désigne un objet hypothétique qui relierait deux régions distinctes de l'espace-temps.
l'autre côté un trou blanc, formant un raccourci plus rapide que la lumière à travers l'espace-temps. Sauf que pour rejoindre ce trou de verre éloigné de nous, il faut bien trouver une solution de déplacement rapide dans l'espace. Envisager d'autres solutions technologiques. En 2020, des astronomes ont découvert des structures invisibles générées par des interactions gravitationnelles dans le système solaire. Des autoroutes cosmiques qui permettent un déplacement rapide. En matière d'efficacité, le réseau peut par exemple transporter sans propulsion des objets jusqu'à Neptune en une décennie. Autrement, une technologie appelée Mega Match Effect Gravity Assist comprend un autre type de système qui ne nécessite aucun combustible, seulement une source d'électricité. Mais le projet le plus réalisable qui pourrait bien nécessiter de concevoir une voile photonique interstellaire qui propulserait des vaisseaux spatiaux à 20% de la vitesse de la lumière, assez rapidement pour faire le voyage jusqu'au système stellaire et planétaire le plus proche en une vingtaine d'années seulement, au lieu de millénaires, par exemple. Dans le cadre du projet Breakthrough Starshot, les chercheurs ont déjà commencé à optimiser sa conception en tenant compte de la pression photonique sur la voile et la possibilité d'une déchirure de sa structure. Du côté des records, la sonde d'exploration du système solaire Helios 2 a tout de même atteint la vitesse de 253 000 km/h, mais Parker Solar Probe l'a dépassé en atteignant les 700 000 km/h, ce qui est encore très loin de la vitesse de la lumière. Augmenter constamment la vitesse des engins spatiaux est un défi de taille qui nécessite beaucoup de temps et de ressources, et la recherche et développement de nouvelles technologies pour y parvenir est un domaine dont les avancées sont difficiles à prédire, car fortement dépendantes de travaux de recherche théorique. Si des technologies en cours de développement promettent de bientôt s'en approcher, leur arrivée à maturation nécessitera probablement des décennies, voire des siècles. Article suivant. Toute la matière dans l'univers est composée d'atomes. Chacun de ces éléments constitutifs comporte un noyau chargé positivement, composé de protons et de neutrons et d'électrons en orbite chargés négativement. Le nombre de protons, de neutrons et d'électrons d'un atome détermine à quel élément il appartient dans le tableau périodique et influence la façon dont il réagit avec les autres atomes qui l'entourent. Si l'ensemble de la matière est constitué d'atomes, combien de ceux-ci se trouvent dans l'univers observable? Pour commencer petit, il y a environ 7 octillions ou 7 fois 10 puissance 27. Donc 7 suivi de 27 zéros atomes dans un corps humain moyen. Compte tenu de cette vaste somme d'atomes dans une seule personne, l'on pourrait penser qu'il serait impossible de déterminer combien d'atomes se trouvent dans l'univers entier. Et c'est le cas. Nous n'avons aucune idée de la taille réelle de l'univers entier. Nous ne pouvons donc pas savoir combien d'atomes s'y trouvent. Cependant, il est possible de calculer approximativement le nombre d'atomes dans l'univers observable, la partie de l'univers que nous pouvons voir et étudier, en utilisant quelques hypothèses cosmologiques et un peu de mathématiques. L'univers actuel aurait été créé lors du Big Bang il y a 13,8 milliards d'années. Mais puisque l'univers est en expansion accélérée depuis au moins 6 milliards d'années, et vu son taux d'expansion sur les grandes distances,
diamètre de l'univers observable est aujourd'hui estimé à environ 90 milliards d'années-lumière. Les hypothèses cosmologiques nécessaires au calcul, selon la célèbre équation E égale mc au carré d'Einstein, l'énergie et la masse ou la matière sont interchangeables. Il est donc possible que la matière soit créée ou transformée en énergie. Mais à l'échelle cosmique de l'univers, on peut supposer que la quantité de matière créée et incréée s'annule. On peut supposer que cela signifie que la matière est finie. Il y a donc le même nombre d'atomes dans l'univers observable qu'il y en a toujours eu. Ceci est important car notre image de l'univers observable n'est pas un instantané unique dans le temps. D'après les observations de l'univers connu, les lois physiques qui le régissent sont les mêmes partout. Combiné avec l'hypothèse que l'expansion de l'univers est constante, cela signifie qu'à grande échelle, la matière est uniformément distribuée dans tout le cosmos, un concept connu sous le nom de principe cosmologique. En d'autres termes, il n'y a pas de région de l'univers qui contienne plus de matière que d'autres. Cette idée permet aux scientifiques d'estimer avec précision le nombre d'étoiles et de galaxies dans l'univers observable, ce qui est utile car la plupart des atomes se trouvent dans les étoiles. Premièrement, nous devons supposer que tous les atomes sont contenus dans les étoiles, même s'ils ne le sont pas. Malheureusement, nous avons une idée beaucoup moins précise du nombre de planètes, de lunes et de roches spatiales dans l'univers observable par rapport aux étoiles, ce qui signifie qu'il est plus difficile de les ajouter dans l'équation. Mais parce que la grande majorité des atomes de l'univers sont contenus dans des étoiles, nous pouvons obtenir une approximation du nombre d'atomes dans l'univers en calculant le nombre d'atomes dans les étoiles et en ignorant tout le reste. Deuxièmement, nous devons supposer que tous les atomes de l'univers sont des atomes d'hydrogène, même s'ils ne le sont pas. Les atomes d'hydrogène représentent environ 90% du total des atomes de l'univers, selon le laboratoire national de Los Alamos, et un pourcentage encore plus élevé des atomes dans les étoiles sur lesquels nous nous concentrons. Cela rend également les calculs beaucoup plus simples. Pour calculer le nombre d'atomes dans l'univers observable, nous devons connaître sa masse, ce qui signifie que nous devons savoir combien il y a d'étoiles. Il y a environ 10 puissance 11 et 10 puissance 12 galaxies dans l'univers observable et chaque galaxie contient entre 10 puissance 11 et 10 puissance 12 étoiles selon l'Agence spatiale européenne. Cela donne un nombre situé entre 10 puissance 22 et 10 puissance 24 étoiles. Au fin de ce calcul, nous pouvons dire qu'il y a 10 puissance 23 étoiles dans l'univers observable. Bien sûr, ce n'est qu'une estimation, les galaxies peuvent varier en taille et en nombre d'étoiles. En moyenne, une étoile possède une masse d'environ 10 puissance 32 kg, ce qui signifie que la masse de l'univers observable est d'environ 10 puissance 55 kg. Maintenant que nous connaissons la masse ou la quantité de matière, il reste à déterminer combien d'atomes s'y trouvent. En moyenne, chaque gramme de matière contient environ 10 puissance 24 protons, selon le Fermilab, un laboratoire national de physique des particules dans l'Illinois. Cela signifie que la quantité est la même que le nombre d'atomes d'hydrogène, car chaque atome d'hydrogène n'a qu'un seul proton, d'où la raison pour laquelle l'hypothèse précédente sur les atomes d'hydrogène a été faite. Cela donne ainsi 10 puissance 82 atomes dans l'univers observable. Évidemment, je vous mets ce que ça donne. Voilà.
les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo sur la physique, la cosmologie, les atomes, les planètes et la vitesse de la lumière. J'espère que cette vidéo vous aura détendu, relaxé, apaisé et enrichi malgré tout, et que vous aurez appris plein de choses comme moi. Enfin, là je savais plus ou moins. En tout cas, j'espère que vous allez bien les amis, que vous avez la forme et la santé. Je